Bonjour à tous. Alors, je vous avais promis de vous reparler un petit peu plus de mon nouveau livre. Donc, 540 activités ludiques et originales pour cultiver le bien-être et la complicité en famille. Nous y voilà. Alors, en fait, l'histoire de ce livre, c'est qu'en 2019, j'ai publié celui-ci chez Hatier qui s'adressait aux enseignants du primaire. Et l'idée, c'était de proposer un guide clé en main d'activités de très courte durée à proposer aux élèves directement en classe, sans matériel spécifique, à faire à sa place, à faire sur soi principalement, un petit peu éventuellement sur son voisin, mais surtout des choses à faire sur soi, pour faire ce qu'on appelle des brain breaks, donc des espaces de pause mentale, pour recréer de la disponibilité, faciliter l'attention en classe, la concentration, la mémorisation et surtout la bonne humeur. Et du coup, le livre qui est sorti en juin cette année, c'est une approche un petit peu similaire, mais appliquée à la famille. L'idée, c'est un petit peu voilà, comment se détendre en famille et de donner quelques clés, quelques repères et surtout des activités à partager, à faire ensemble. Alors pourquoi ce livre En fait, cette idée, elle est née d'un triple constat que moi j'ai fait au travers de ce que je pratique en séance et de ce que je peux transmettre en atelier parents-enfants et en formation professionnelle. Et en fait, je me rends compte que on vit tous dans notre corps, mais souvent on n'en connaît pas tellement les fonctionnements, on ne sait pas tellement comment en prendre soin, et surtout on n'apprend pas aux enfants. Alors que les enfants, ils sont en pleine croissance, donc dans un corps qui est constamment changeant, et c'est pas toujours confortable de vivre dans un corps qui est différent aujourd'hui de ce qu'il était hier. Et puis ils sont à un âge où ils expérimentent le rapport au monde au travers le sensoriel. Un enfant, il vit principalement dans son corps, il est vraiment connecté à son environnement, il expérimente la réalité autour de lui à travers son corps. Et finalement, on lui demande surtout d'être assis sagement et d'écouter toute la journée, mais il utilise son corps dans la pratique sportive, en récré, etc. Mais il n'habite pas son corps tant que ça. Et puis on apprend avec notre cerveau, et là aussi, en fait, on n'en connaît pas tellement les fonctionnements. Et on n'a pas forcément les clés pour l'utiliser au mieux et non pas forcément subir un certain nombre de mécanismes, et notamment de mécanismes de défense. Et là encore, on ne transmet pas aux enfants des clés pour utiliser leur cerveau au mieux, alors qu'on leur demande en même temps d'intégrer un nombre incalculable d'informations et pas seulement sur le plan scolaire. Et puis on est défini en tant qu'humain, principalement par nos émotions. On relationne avec les autres, on interagit en société, mais là non plus, depuis qu'on est petit, on ne nous apprend pas ni à les identifier, ni à les nommer, et encore moins à les gérer. Et on se retrouve avec des petits bouts de chou qui souvent sont dans ce que Catherine Guéguin appelle une tempête émotionnelle, puisqu'en fait ils n'ont pas d'outils pour gérer comme ça cette déferlante d'émotions qui les traverse, qui les habite au quotidien. Et en fait, moi j'ai souvent, régulièrement, des parents qui viennent en séance, en atelier, et quelque part, avec leurs mots, mais ils expriment un peu tous la même idée, qui est j'ai envie de détendre mon enfant, j'ai envie de lui donner du bien-être, j'ai envie de lui faire du bien, je ne sais pas comment m'y prendre, et souvent par détendre mon enfant, on entend je voudrais bien le rendre calme, tranquille, serein, un peu plus immobile et éventuellement silencieux. Et en fait, une première donnée qui me semble importante, c'est que la détente chez l'enfant, elle ne va pas s'exprimer de la même façon que la détente chez l'adulte. Un adulte qui vient en séance individuelle, il va se détendre en se mettant généralement dans l'immobilité, dans le silence, voire au bout d'une heure de séance être à la limite de l'endormissement. Mais l'adulte, il vit dans un quotidien qui est à 100 à l'heure, et donc il assimile quelque part assez facilement un moment de détente à un temps de repos. En réalité, ce qui détend dans notre corps, c'est ce qu'on va mettre en œuvre. Donc c'est quelque part du registre de l'action, une action qui va venir stimuler notre système parasympathique.
On vit, nous, dans un monde où le système orthosympathique, qu'on appelle aussi le système sympathique, il est ultra, ultra, ultra stimulé. Et donc, si on imagine quelque part nos deux systèmes qui doivent se mettre en équilibre, si l'orthosympathique, il est ultra stimulé, il faut qu'on stimule aussi le parasympathique pour arriver à un état d'équilibre. Quand on stimule le parasympathique, on permet au corps de déclencher toute sa chimie naturelle qu'on appelle une chimie du bien-être, c'est-à-dire toutes les hormones, tous les neurotransmetteurs qui vont permettre d'accéder à cet état de bien-être, de détente, de béatitude, d'équilibre finalement de notre corps, notre cœur et notre mental. Alors du coup, ce qui m'intéresse dans l'approche de ce livre, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui permet d'atteindre cette détente chez l'enfant. La première chose qui va être hyper importante chez l'enfant, c'est le lien en fait. C'est l'idée que l'enfant, il a envie de faire ensemble, il a envie de faire avec. Et on est beaucoup dans notre posture d'adulte, de parents, etc., dans le fait de faire. C'est-à-dire on propose à l'enfant des activités, mais on n'est pas forcément en train de les faire avec lui. Et moi, je me suis rendu compte en atelier, très souvent, quand j'ai des familles, les parents sont dans l'idée de masser leurs enfants. Et en fait, moi, j'aime bien changer les rôles. Et souvent, en début d'atelier, je propose aux enfants de masser leurs parents d'abord. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, les enfants sont très, très contents d'être au premier rôle. Ils sont très contents de donner à leurs parents. Ils sont très contents d'être ceux qui savent, ceux qui transmettent, ceux qui offrent, ceux qui font, et pas forcément ceux qui reçoivent. Et du coup, en changeant un petit peu cette posture-là, on permet à l'enfant de donner, de recevoir et donc de faire ensemble. Une deuxième clé qui est importante avec les enfants, c'est le ludique, le rire, le fun. Si vous proposez une activité de détente à un enfant et que d'avance, avant même de la faire, il s'imagine s'ennuyer, eh ben, il n'a pas envie. Donc là aussi en atelier, quand on commence une activité détente avec une installation en lotus, des respirations, etc., c'est mort, on les perd assez rapidement. En revanche, quand on commence l'atelier avec une activité qui va les surprendre, les défouler, les faire rigoler un grand coup, par exemple un concours de grimaces, par exemple mâcher un faux chewing-gum, enfin voilà, des choses auxquelles ils ne s'attendent pas et qui ouvrent la porte du fun, là généralement, ils adhèrent et ensuite on peut les emmener vers une pratique plus calme, reposante, apaisante. Ensuite, une autre clé qui est importante, c'est le fait que l'enfant il a besoin d'être sécurisé et que ce qui va sécuriser l'enfant, c'est la mise en place d'une forme de rituel dans la pratique qu'on lui propose. Et en même temps, c'est un enfant. Donc, si on lui propose un rituel qui est toujours le même, il se lasse, et s'il se lasse, il s'ennuie, et s'il s'ennuie, il décroche. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de créer, en fait, des routines qui vont s'appuyer sur une pratique qu'il a déjà intégrée, mais en proposant une variante. Par exemple, moi je fais beaucoup de pratiques avec des massages au bal. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de toucher le corps de l'autre sans le toucher directement, et puis d'utiliser le moelleux de la balle pour quelque part jouer sur la densité du toucher sans toucher directement. Le massage au bal, on peut le faire sur soi, on peut le faire à 2, on peut le faire à 3, on peut le faire en groupe, en cercle, en le faisant sur le dos de celui qui est devant et puis après inverser le sens du cercle. En fait, à partir de la même logique, on peut démultiplier la pratique de plein de façons différentes. Et donc c'est toujours la même chose, mais en même temps on ne le fait jamais comme d'habitude. On peut le faire au sol, on peut le faire debout, on peut le faire assis, etc. Et toutes ces pratiques, elles se font sur le corps habillé pour pas avoir à se poser la question de la pudeur et de l'intimité. Une quasi-dernière clé de ce que je propose dans le livre, c'est que les pratiques avec les enfants, elles doivent être de courte durée. Si vous faites des pratiques trop longues avec les enfants, assez rapidement, ils décrochent. Ce qui est intéressant, c'est que plus on en fait, et plus on peut les faire durer un peu plus longtemps. Mais commencer au départ avec des pratiques de 3-4 minutes, juste pour créer l'effet détente, pas de lassitude, passer à autre chose, et en refaire une autre un autre jour ou un autre moment de la journée. La dernière clé qui me semble vraiment indispensable avec les enfants, c'est l'imaginaire. Les enfants, c'est des grands rêveurs.
Et donc, quelque part, si vous voulez qu'ils s'amusent dans les activités que vous leur proposez, il faut venir stimuler le sensoriel, il faut venir intégrer l'activité dans une histoire. Par exemple, vous faites faire une posture de yoga à un enfant, si vous lui donnez le nom de la posture en sanskrit, ça ne l'intéresse pas du tout. Maintenant, si vous lui donnez le nom d'un mobilier du quotidien, d'un animal, ça l'amuse beaucoup plus. Une respiration, c'est pareil. C'est beaucoup plus marrant de faire la respiration de l'abeille que de faire un truc sérieux, alors qu'en fait, c'est la même respiration, c'est simplement la façon de le présenter. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir conçu tout ce livre d'activités pour vous permettre d'avoir des clés pour que des pratiques de courte durée, partagées ensemble, aient une incidence bénéfique pour tout le monde dans la famille. Alors du coup, j'ai conçu le livre avec une petite approche théorique au début, mais surtout avec 5 chapitres d'activités. Ces activités, vous pouvez les assembler ensemble comme vous avez envie, ou les séparer en petits morceaux. Et l'idée des chapitres, c'est de vous donner des idées à faire, par exemple au réveil, des idées à faire pour préparer l'endormissement dans les meilleures conditions, des idées pour faire un goûter, une pause un petit peu différente en fin de journée ou pendant le week-end. Et en fait, que vous ayez comme ça des idées qui sont applicables au quotidien à plein de moments de la journée et en fonction de l'intention que vous recherchez. Il y a un chapitre sur le fait de partager un moment doux et câlin ensemble. Mais il y a aussi un chapitre sur le fait de se défouler autour d'un moment tout fou et de partager un bon fou rire. Voilà, parce que c'est dans les deux cas des choses qui vont créer de la détente chez l'enfant. Et un enfant détendu, parent apaisé. Donc l'approche, c'est aussi de se dire que à partir du moment où on donne du bien-être aussi à nos enfants, on va mieux, nous aussi. Voilà, donc en conclusion, l'idée c'est ça, un peu l'enfant il vit dans son corps, il s'exprime, il interagit avec l'extérieur par le sensoriel, il est en pleine découverte de ses émotions. Et en fait, tout ce terreau qu'on va lui donner avec ses activités de détente, c'est une richesse intérieure sur laquelle il peut s'appuyer pour s'épanouir, pour faire grandir sa créativité, pour nourrir sa confiance en lui. Et finalement, la détente dans le livre, c'est un peu le super-héros de l'équilibre. Voilà, donc bonne lecture, belle pratique à vous tous. Si vous faites des expérimentations, vous avez envie de me faire des retours, des partages, des commentaires, avec un immense plaisir. Et si les petites clés partagées déjà dans cette vidéo vous ont donné envie de les partager avec vos proches, avec grand plaisir aussi. Merci d'avance et à très bientôt pour vos retours.